Bonjour et bienvenue dans cette troisième session consacrée aux dérivés. Donc ici, je vais surtout me concentrer sur des fonctions à plusieurs variables après avoir étudié les fonctions à une variable. Ce sera le cadre notamment dans certains de vos cours de physique. Et ça va engendrer quelque chose qui va changer au niveau des dérivés. Alors maintenant, on va parler de dérivés partiels. Vous allez comprendre pourquoi. Allez go, c'est parti. Bon, donc je vous ai dit, la nouveauté dans cette vidéo, c'est se concentrer sur des fonctions à plusieurs variables. Alors, plusieurs variables, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 5000, tout ce que vous voulez. Mais ici, je vais surtout me limiter à des fonctions à deux variables. Les deux variables seront x et y. Alors, pourquoi est-ce que je vais me limiter à une fonction à deux variables? Eh bien, tout simplement pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est que, rappelez-vous, quand vous faites un graphique d'une fonction à une variable, vous avez besoin de deux dimensions. Une dimension pour la variable et une deuxième dimension pour la valeur de la fonction par rapport à cette variable. Et ça, c'est tout à fait possible de représenter ça dans un plan. Si vous avez deux variables, il faudra déjà ce plan, c'est-à-dire ces deux dimensions, rien que pour les deux variables x et y. Et à ces deux variables, à ces deux dimensions, s'ajoute une troisième dimension qui est relative à la fonction f, c'est-à-dire à la valeur que prend f pour des valeurs précises de x et de y. Donc là, vous avez besoin d'un espace à trois dimensions pour visualiser une fonction à deux variables. Ce qui signifie que si je monte à trois variables, vous allez avoir besoin d'un espace à quatre dimensions. Et là, ça devient impossible à représenter dans notre monde physique. Donc, vous n'aurez aucune visualisation. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je me limite à une fonction à deux variables. La deuxième raison, c'est tout simplement que vous allez avoir besoin de ce contexte d'une fonction à deux variables dans votre cours de thermodynamique. Pourquoi? Parce que la thermodynamique fait intervenir notamment trois variables. Vous avez la pression P, vous avez le volume V et vous avez la température T. Mais ces trois variables ne sont pas indépendantes, elles sont reliées à travers une équation qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Ce qui signifie qu'une des trois variables va toujours s'exprimer comme une fonction des deux autres. Donc, par exemple, je vais avoir ici la température qui va s'exprimer comme essentiellement le produit de la pression par le volume, à une constante près. Je vous rappelle que la loi des gaz parfaits, N c'est le nombre de moles et R c'est la constante des gaz parfaits qui vaut 8,31. Mais bon, à cette constante près-là, la température s'exprime donc comme un produit de la pression par le volume, c'est-à-dire d'une fonction de deux variables. C'est vrai aussi pour les deux autres variables. Le volume va s'exprimer comme une température divisée par une pression à une constante près, et la pression va s'exprimer comme une température divisée par un volume à une constante près aussi. Donc, dans chacun de ces deux cas, vous avez une fonction à deux variables. Vous avez, dans le premier cas, si je remplace la pression par x et le volume par y, par exemple, vous allez avoir le produit de x fois y. Ce sera votre fonction à deux variables, à une constante près, bien évidemment. Et dans les deux autres cas, vous aurez, si j'associe la température à la variable y et soit la pression, soit le volume à la variable x, mais c'est un choix, je pourrais opérer un autre choix, j'aurai donc une fonction à deux variables, xy, qui va se présenter comme y divisé par x, toujours à une constante près. Alors, je vous ai dit que ça se visualisait, ces fonctions à deux variables. C'est vrai. Mais malgré tout, vous allez voir que la visualisation n'est pas top. Il faut déjà avoir de bons yeux pour bien remarquer comment les fonctions vont varier l'une par rapport à l'autre, comment les variables vont faire varier cette fonction, etc. Je vous invite ici à regarder quels sont les graphiques de ces deux fonctions-là. Alors ici, donc, vous voyez le graphique de la fonction x fois y. Bon, on a beau tourner ça dans tous les sens, c'est un petit peu compliqué quand même de visualiser.
Et ici, bien sûr, il s'agit de la deuxième fonction, y divisé par x. Vous voyez que ce n'est pas plus visualisable que la précédente. Eh bien, cette nappe en tissu, je vais la couper par un plan. Et j'aurai alors une fonction à une variable. Alors, comment peut-on imaginer ça? Tout simplement, bêtement, en coupant sa tartine de pain. Vous avez une brique de pain au départ qui est un objet à 3 dimensions. Si vous coupez, non pas par un plan ici, mais à l'aide d'un couteau, mais enfin, le couteau, ce sera lié au plan, vous allez avoir des tartines qui, si elles sont suffisamment minces, peuvent être associées à des plans. Et donc, ici, vous allez mieux visualiser ce qui se passe plutôt d'avoir cette immense brique de pain là. C'est exactement ce que je vais faire avec mes nappes qui représentent ici mes graphiques d'une fonction à 2 variables. Alors, je reprends par exemple la fonction y sur x qui va être associée à la nappe mauve là que vous voyez. On a vu que j'ai beau la faire tourner dans tous les sens, cette nappe mauve, je ne parviens quand même pas à visualiser parfaitement. Nos yeux ne sont pas conçus pour ça. Alors donc je vais couper ma nappe comme je coupe ma brique de pain et au lieu d'utiliser un couteau, je vais utiliser un plan. Et vous le voyez en bleu clair ici. Donc il va couper ici la nappe. Et ce plan correspond à avoir fixé x est égal à 1. Ça, c'est l'équation d'un plan dans un espace à 3 dimensions. C'est un choix. J'aurais pu opérer un autre choix et d'ailleurs, je vais opérer d'autres choix dans la suite. Mais ici, je prends le plan qui correspond à x égale à 1. Donc, vous voyez, ça passe ici. Regardez l'axe en rouge ici, qui est l'axe des x. Ça passe par x est égal à 1, mais vous pouvez avoir évidemment n'importe quelle valeur de y. Donc, ça vous donne un plan. Et ce plan est en bleu clair là. Donc, il va sectionner ici ma nappe mauve et il va la sectionner. Regardez bien comment il sectionne la nappe mauve. En fait, il va la sectionner selon une droite. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien oui, parce que la nappe mauve, elle correspond à y sur x. Mais ici, le plan va vous fixer x est égal à 1. Ce qui signifie qu'il va vous rester, vous n'allez plus avoir deux variables, vous n'allez plus avoir qu'une seule variable, puisque x est fixé. L'unique variable qu'il vous reste, c'est y. La fonction sera donc une fonction de y uniquement, quand elle est sectionnée par le plan, on est bien clair. Et alors, quelle sera sa définition de cette fonction de y? Vous devez remplacer x par 1, donc diviser y par 1, ce qui vous donne f de y égale à y. Ça, c'est effectivement l'équation d'une droite dans un plan, d'accord? Et donc, ici, vous allez avoir, regardez, cette coupure-là du plan bleu clair par rapport à la nappe mauve, ça vous donne la droite qui est représentée ici, si on passe de la 3D à la 2D, qui est représentée par la droite en noir. Et cette droite, en plus, remarquez, elle a une pente égale à 1. Donc, retenez ça pour le moment. Peut-être que ça va changer et peut-être que ça va nous donner des idées pour la suite. Donc, je reprends toujours ma nappe mauve, elle est un petit peu plus foncée ici, qui correspond à la fonction à deux variables y divisé par x. Et cette fois-ci, tiens, je vais changer de plan. Je vais toujours prendre un plan vertical qui correspond à avoir choisi une valeur de x bien précise. Et je prends x est égal à 3. Alors, c'est peut-être pas si évident, mais par rapport à l'axe rouge, ça passe effectivement par le 3. Donc, ce plan, qui est maintenant devenu gris, va aussi sectionner la nappe mauve. Comment? Regardez ici la frontière entre le plan et la nappe mauve. Il s'agit à nouveau d'une droite. Comment peut-on comprendre ça? Votre x, il est fixé, vous n'avez donc plus qu'une fonction de y. Et il est fixé comme étant égal à 3. Donc, vous divisez votre y par 3. C'est donc la droite d'équation f de y est égale à 1 tiers de y. Donc, elle est juste un petit peu plus horizontale, on va dire, à cause du 1 tiers. Sa pente est moindre. Sa pente, évidemment, est égale à 1 tiers, c'est-à-dire à 0,33. Voilà. Donc, ici, chaque fois, vous avez simplifié le contexte, qui était une visualisation assez limitée, en sectionnant votre nappe mauve
par un plan qui vous a amené une droite. Une droite, c'est très facile à visualiser. Donc, à ce stade, on va reprendre. On avait une fonction à deux variables, x, y, qui était définie par y divisé par x. C'est la nappe mauve. On coupe cette nappe par un plan qui correspond à avoir fixé une valeur de x. C'était 1 dans le premier exemple, c'était 3 dans le deuxième exemple, c'est x0 en général. Ce qui veut dire que vous perdez la variable x et vous gardez uniquement la variable y, puisque x a été fixé. Et cette variable y va vous donner lieu à une fonction que vous pouvez représenter dans un plan, un espace 2D, et ce sera représenté par une droite dont l'équation vous sera donnée par f de y qui est égal à y divisé par x0. 1 sur x0 est bien sûr la pente. Donc, vous avez la droite de pente 1 sur x0 qui est associée à cette coupure du plan, plutôt de la nappe, par le plan. Eh bien, ça nous a amené, ça a amené en tout cas les mathématiciens à introduire ce qu'on appelle une dérivée partielle. On y est. Et comment va-t-on définir cette dérivée partielle? Eh bien, on va dire c'est tout simplement la pente ici de ma droite. Et donc, plutôt que de la noter 1 sur x0, je vais garder ça comme une fonction, parce que 1 sur x0, c'est un x0 fixé, donc c'était 1, 1 tiers, etc. Donc c'est un nombre, mais je n'ai pas à fixer réellement le x0, puisqu'il ne doit pas prendre une valeur bien précise. En fait, il peut prendre toutes les valeurs. Donc, ma pente ici sera égale à 1 sur x. Et qui dit pente dit forcément tangente. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur les fonctions à une variable. Eh bien ça va m'amener ce qu'on appelle une dérivée partielle. Pourquoi? Parce qu'elle correspond en fait à avoir fixé le x et à simplement dériver par rapport à y. D'où le nom partiel. On fixe une des deux variables et on dérive par rapport à la variable qui reste. Donc ici, regardez, si je reviens au début, avec ma fonction f de xy qui est égale à y sur x, si je dois dériver par rapport à y, donc ça ce sera important maintenant de préciser, ça sous-entend que x est considéré comme constant, même si je ne le remplace pas par x0. Mais ça sous-entend que mon x est constant. Donc, tout ce qui est constant peut sortir de la dérivée, ce qui veut dire que 1 sur x va sortir et il va me rester à calculer la dérivée de y par rapport à y. Ça, c'est 1. D'où le 1 sur x. Et donc ici, je retiendrai qu'il y a une dérivée partielle qui consiste à dériver ma fonction à deux variables par rapport à une des deux variables, y ici, tout en laissant l'autre constante. Cette notation sous-entend que l'autre variable est constante. Donc ici, le x. Alors, est-ce que c'est vrai si on change de variable? Bien, voyons ça. Je reprends toujours ma nappe mauve qui correspond à ma fonction à deux variables y divisé par x. Et cette fois-ci, soyons fous, je vais prendre un autre plan qui consistera à fixer le y, donc l'autre variable. Et je vous ai pris, tiens, y est égal à 2. Patch. Donc, de nouveau, vous sectionnez votre brique de pain, là, pour vous faire une tartine. Vous sectionnez votre nappe mauve avec votre plan. Et regardez ici. Qu'est-ce que vous obtenez? Une courbe. Une courbe qui est l'intersection. Et alors, c'est un petit peu bizarre cette courbe, regardez, on dirait un petit peu une parabole, mais en fait, ce n'en est pas une parce qu'il y a une autre partie ici qui est plus bas, c'est en fait une hyperbole. Voilà, il y a deux parties ici qui correspondent à la section de ma nappe mauve par mon plan y est égal à 2. Alors, vous le voyez ici à travers le passage du 3D en 2D. Voilà l'hyperbole qui est représentée ici en vert et qui correspond donc à cette section. D'accord? Cette section de la nappe mauve par le plan. Alors, je prétends que c'est donc l'hyperbole d'équation 2 divisé par x. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aviez y divisé par x au départ et vous avez fixé y.
vous avez fixé y est égal à 2 ici. Donc, ce n'est plus une fonction de x et de y. Y est fixé, c'est juste une fonction de x. Et il suffit alors, pour avoir cette fonction de x, à remplacer dans la fonction d'origine y par sa valeur qui est 2. Et vous obtenez l'équation de l'hyperbole qui est 2 sur x. Alors, ici, il y a encore moyen de définir des pentes. C'est pas parce que vous avez affaire à des hyperboles qu'on est coincé. Vous le savez, quand on a affaire à des droites, forcément, c'est la pente de la droite. Quand on a affaire à des courbes, on prend tout simplement les tangentes aux courbes, pardon. Et donc ici, par exemple, regardez, en abscisse moins 2, j'ai pris ici la tangente avec l'arc de l'hyperbole là qui est en bas, et ça m'a donné une pente qui est égale à moins 1/2. Retenons ça. De l'autre côté, j'ai pris en abscisse est égal à 5, de nouveau une tangente ici, et je calcule sa pente qui est égale à moins 8 centièmes. Retenons ça, d'accord? Moins 1/2 si x est égal à moins 2, moins 8 centièmes si x est égal à 5. Bon, voyons si on peut généraliser. Et bien sûr, on peut. Donc, au départ, on avait toujours notre sempiternelle fonction à deux variables, y divisé par x. Cette fois-ci, on a coupé par un plan qui fixait une valeur de y. Alors, c'était égal à 2 dans l'exemple, ça aurait pu être n'importe quelle autre valeur, donc j'associe y0 comme étant la valeur fixée de y. Ce qui signifie que vous n'avez plus une fonction à deux variables, vous avez une fonction à une variable qui est x, parce que c'est la seule qui n'est pas fixée. Et cette fonction précisément, vous l'obtenez en remplaçant y par y0 dans la valeur d'origine, ce qui vous donne y0 divisé par x, donc une hyperbole ici. Alors, l'hyperbole, vous pouvez très bien déterminer les tangentes à cette hyperbole en un point précis et calculer les pentes de ces tangentes. Eh bien, ça va vous donner moins y0 sur x carré. Alors, faites le lien avec ce qu'on a vu en exemple ici. Rappelez-vous, le y0 valait 2 dans mon exemple, et le x avait été pris comme étant égal à 2 en premier lieu. Donc, qu'est-ce que vous alliez avoir? Moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1/2. C'est le moins 0,5 qu'on avait calculé. Si y0 vaut toujours 1, 2, mais que vous remplacez x par 5, vous allez avoir moins 2/25e, c'est-à-dire moins 8 centièmes. Donc, ça confirme bien ce qu'on a vu sur le graphique ici du plan. Les tangentes à cette hyperbole, sont toujours de pente moins y0 sur x carré. Et relier ce moins 1 sur x carré à la valeur d'origine qui est 1 sur x, eh bien, ça n'a rien d'autre que la dérivée. Ce qui nous amène à introduire une deuxième dérivée partielle, qui sera donc, je rappelle ici, la pente moins y0 sur x carré, mais y0 c'est la valeur de y aussi, donc je remplace y0 par y, et je vais avoir la valeur de la dérivée partielle qui sera moins y sur x carré. Dérivée partielle parce que je considère que y est constant. Je vais simplement dériver par rapport à x ici. Je ne peux pas dériver par rapport à une constante. Il faut que je dérive par rapport à la variable. Donc ici, en fait, je fais comme si, quand je reviens à la variable d'origine, comme si y sur x existait avec y constant, que je sors donc, puisqu'il est considéré comme constant, pour calculer la dérivée, et il me reste à calculer la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Donc, avec le y qui est sorti, ça fait moins y sur x carré. Alors, en résumé, si vous avez affaire à une fonction à deux variables, vous allez avoir non pas une dérivée, mais deux dérivées. Et deux dérivées qu'on appelle des dérivées partielles, parce qu'elles consistent à fixer une des deux variables et à dériver par rapport à l'autre. Donc ici, si vous fixez y, c'est-à-dire que si vous coupez votre nappe par un plan d'équation y est égal à y0, vous allez avoir la première dérivée partielle qui sera la dérivée par rapport à x. Cette notation sous-entend que y est constant.
et que vous ne dérivez que par rapport à x. A contrario, si vous coupez par un plan d'équation x est égal à x0, c'est-à-dire que si vous considérez que x est constant, alors là, vous ne pourrez dériver que par rapport à y. Et donc, la notation ici, ce drôle de d là, hein, dfxy par rapport à dy, eh bien ça sous-entend que x est constant et que vous ne dérivez que par rapport à y. Alors, quand même un petit mot, hein, si vous avez 3 variables, vous aurez 3 dérivées partielles. Alors, si vos 3 variables sont x, y, z, vous aurez une dérivée partielle par rapport à x qui sous-entendra que y et z sont constants. Vous aurez une dérivée partielle par rapport à y qui sous-entendra que x et z sont constants. Et vous aurez une troisième dérivée par rapport à z qui sous-entendra que x et y sont constants. Alors, pour terminer, je reviens quand même un petit peu à mon contexte de thermodynamique avec ma loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Vous avez des dérivées partielles qui apparaissent tout le temps. Regardez par exemple ici ce coefficient de dilatation isobare qui est défini à l'inverse du volume près comme une dérivée partielle du volume par rapport à la température. Alors, le petit p là qui est en indice, alors je ne sais pas qui a inventé cette notation-là, mais c'est pour dire, attention, ça veut dire que la pression est constante. Mais mon sens, c'est bien sûr, c'est sous-entendu ici par rapport à la dérivée partielle. Hein. Le gars qui a inventé cette notation, il n'a rien compris aux dérivées partielles, ou alors il croyait que les autres étaient bêtes pour ne pas le comprendre. Mais le volume ici est une fonction de la pression et de la température. Si je dérive partiellement par rapport à t, ça signifie que l'autre variable, c'est-à-dire la pression, est considérée comme constante. Alors, si vous voulez la calculer, cette dérivée partielle, vous isolez tout simplement de la loi des gaz parfaits le volume, qui sera donc égal à nRT divisé par P. Vous dérivez par rapport à T, nR est constant, sort. Vous avez divisé par P, ça sort aussi parce que, et là c'est uniquement dans ce calcul, la pression est considérée comme constante, et donc il vous reste à dériver T par rapport à T, ce qui vous donne 1. Donc, la dérivée partielle de V par rapport à T, et moi je l'écris correctement sans avoir un P ici en indice pour rappeler que la pression est constante, non, c'est sous-entendu, merci. Donc, cette dérivée partielle est égale à nR divisé par P. Ce qui veut dire que votre coefficient alpha, vous divisez tout ça par V, ça va être à nR divisé par PV, mais PV, c'est nRT, remplacé par la loi des gaz parfaits, hein, ici. Donc, les nR s'en vont et il vous reste 1 sur T. Donc, voilà la valeur de alpha, de ce coefficient de dilatation isobare, tout simplement pour un gaz parfait, hein, d'accord. Quand même encore une petite dernière pour la route ici. Si vous dériviez partiellement la température par rapport au volume, et regardez par rapport à la dérivée partielle que je viens de calculer, c'est juste inverse. Alors, c'est vrai, hein, vérifions par le calcul directement. La température, c'est PV divisé par nR. La division par nR, c'est une constante, donc ça sort. Il me reste à dériver PV ici par rapport à V, ce qui veut dire que la pression est constante et sort. Et donc, je dois dériver V par rapport à V qui me donne 1. Donc, ça donne bien l'inverse du calcul que nous avons fait précédemment, à savoir ici P divisé par nR. C'est un petit truc de calcul en thermodynamique qui peut vous aider beaucoup. Alors, pas forcément pour les gaz parfaits, dont l'équation est assez sympa, mais pour les autres gaz, avec d'autres équations, là, croyez-moi, c'est un petit truc qui va beaucoup vous aider. Voilà, j'espère que ça aura été compris. Donc, tout ce qu'il faut tout simplement comprendre, en résumé, c'est que pour une fonction à plusieurs variables, mettons n variables, vous avez n dérivées partielles qui peuvent apparaître. Et chaque fois, vous fixez n-1
variables par rapport au n que vous aviez à l'origine, donc il va vous en rester une qui n'est pas fixée, et vous dérivez tout simplement par rapport à celle-là, comme si les autres n'existaient pas, ou plutôt comme si elles étaient toutes constantes, parce que c'est exactement le cas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous serez ainsi préparé pour votre cours de thermodynamique.